bonjour à tous. Vous entendez, ça va? C'est bon, ça marche bien. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce qu'on pense être le futur de la formation, en tout cas un des concepts qu'on va vous partager, l'Open Education. Donc Jean-Roch de Safran, je te laisserai juste après te présenter. Moi Clément, je suis un des cofondateurs d'Edflex. Donc Edflex, j'aime bien le présenter d'une manière, avec une question pour vous et une anecdote personnelle. La première question pour vous, c'est qui dans cette salle, si vous pouvez lever la main, a déjà cherché un contenu pour se former sur Google ou sur YouTube? Un tuto, un vidéo. C'était facile. Voilà, c'était facile. En général, c'est la réponse qu'on a. Donc comme plus de 2/3 des salariés, c'est une étude qu'on a menée. Aujourd'hui, on va chercher du contenu en open access. Alors la question, c'est comment on va chercher les bons contenus, on y répondra. Et pour revenir un petit peu en arrière, on a créé Edflex il y a 7 ans. Cette idée, elle vient d'une expérience que j'ai eue dans le monde de l'entreprise. Alors je suis pas très vieux, mais il y a 7 ans, j'arrivais dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel, et je travaillais dans un grand groupe. Et dans ce grand groupe, je voulais me former. 2 problèmes. La formation, pour y avoir accès, c'est compliqué. Je pense qu'on vit tous ça. C'est pas forcément évident de trouver le LMS, la bonne formation. Est-ce qu'elle est à jour? Premier sujet. Le deuxième sujet qui est important, c'est que mon manager, mon équipe formation avait du mal à me dispenser la formation de manière instantanée. Et donc, mon réflexe, c'est un peu ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, c'était plutôt d'aller sur Google que d'aller me former avec le service formation. Et donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à créer, Edflex. Donc, on rassemble les meilleurs contenus au même endroit. Et on va vous parler d'Open Education parce qu'on pense que c'est le futur de la formation. C'est déjà le présent aussi. Et Jean-Roch, je te propose peut-être de te présenter. Merci. Et puis d'en dire un petit peu. Bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'on va s'entendre. Je suis ravi d'être ici avec Clément. L'idée, c'est de partager avec vous en effet ce qu'on met derrière Open Education. La conviction qu'on s'est forgée justement sur ce que nous on appelle chez Safran le learning ouvert sur le monde, et vous dire un petit peu comment on s'y est pris et voilà ce qu'on ressent à travers ça, cette tendance forte dans nos entreprises, et j'espère partager avec vous. Alors on a envie d'un maximum de questions, hein. Ça ne va pas être un monologue ennuyeux, donc vous interrompez quand vous voulez. Yes, on a une demi-heure ensemble et avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait vous partager, et Jean-Roch, je vais te passer la parole sur ça, les enjeux sociétaux autour de l'Open Education. On entend ce terme, c'est quelque chose de plus global au final qui est en train de se passer. Et Jean-Roch, toi côté entreprise, si tu veux peut-être nous dire un petit mot sur comment tu vois les choses. Avec plaisir. Alors là, c'est un peu le responsable L&D qui vous parle. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais moi j'aime appeler ça les savoirs ubiquistes. Je pense que le savoir est partout et je pense que le digital a amplifié le phénomène. Aujourd'hui, donc, dans la L&D, on n'a plus des clients captifs comme avant, hein, dans la salle de classe. Ça, c'est terminé. On a surtout des apprenants très, très opportunistes qui ne se gênent pas pour aller apprendre, et tant mieux, partout, en toute situation. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a même plus de frontières, hein, ni entreprises, ni privées. On verra d'ailleurs avec Edflex des exemples où les contenus sont même ouverts aux familles des salariés. Ça va très, très loin. Et donc, clairement, il y a ce que j'appelle un changement de paradigme pour nous, les L&D traditionnels. C'est qu'on a vraiment un principe et une conviction très sincère aussi. C'est que chacun sait quelque chose et peut vraiment participer à l'aventure du savoir, hein, à la création et au transfert, à la transmission des savoirs. Et pour nous, Edflex, c'est ce changement de paradigme, c'est qu'on ne va plus être sur du mono-librairie digitale. Hein. Vous vous souvenez des premiers LMS, Learning Management System, des années 2000, qui vendaient des contenus, et c'est vrai d'ailleurs, de très haute qualité, souvent réalisés par les meilleures institutions académiques mondiales. Ça, c'était les années 2000. Aujourd'hui, je pense, vous serez d'accord, que le paradigme est différent. On ne va pas, nous, L&D, acheter une librairie 400 000 €, c'est fini. Et on va plutôt travailler sur ce qu'on appelle le multi-librairie, avec cette histoire d'ouverture sur le monde, et avec ce que j'aime appeler, moi, les compilateurs des temps modernes. Parce que vous le savez peut-être, mais déjà au Moyen-Âge, il y avait des compilateurs, hein, des gens qui lisaient pour les autres, ou qui agrégeaient pour les autres, ou qui faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui de la curation. Donc ce n'est pas nouveau, mais je pense que le digital a donné à une société comme Edflex des moyens démesurés qu'on n'avait pas au Moyen-Âge, hein, évidemment à la Renaissance, pour aujourd'hui avoir une offre agrégée de contenu multi-librairie, et j'ai envie d'ajouter multi-pédagogie. Parce qu'autre problème, quand vous achetez une grosse librairie, déjà elle est très chère, mais en plus d'être chère et monolithique, elle parle généralement la même pédagogie. Ici, on est multi-pédagogie puisqu'on est multi-source. Donc voilà, l'idée de l'arrivée des savoirs ubiquistes et de ce qu'on appelle nous le learning ouvert sur le monde, c'est l'idée qu'il n'y a plus de frontières et que les départements de formation, en s'alliant avec des agrégateurs, des compilateurs et des curateurs, peuvent ramener le meilleur du monde extérieur à l'intérieur de l'entreprise.
Et en préparant cette conférence, on parlait avec Jean-Roch de YouTube en particulier. Alors il y a plein de sources aujourd'hui sur Internet. Mais YouTube, ce qu'on se disait avec Jean-Roch, c'est qu'au final, on a accès à tous les cerveaux du monde aujourd'hui sur YouTube ou presque. Si on veut se former sur tous les sujets de la bureautique jusqu'au développement personnel ou la prise de parole en public, on peut trouver du contenu sur YouTube. YouTube est une source parmi tant d'autres, des sources gratuites il y en a, des sources payantes aussi. Et ce qu'on veut aussi vous partager, c'est une vision différente du monde de la formation. On imagine que les choses vont changer, sont déjà en train de changer. Safran en est un bon exemple, c'est que depuis des années, la formation en entreprise, et c'est encore le cas, c'est du présentiel, il y en aura toujours. Je pense que c'est sympa de se voir en vrai et on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde, donc c'est sympa d'échanger, de partager. Il y a de la formation en salle, il y a de la formation en e-learning, on sait qu'on a du réglementaire, on est obligé de construire de la formation, de construire du sur-mesure. On le verra tout à l'heure aussi avec toi, Jean-Roch. Et puis, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé il y a 10 ans, parce que la question que je vous ai posée, est-ce que vous avez l'habitude d'aller sur Google ou YouTube chercher du contenu? Il y a 10 ans, personne n'aurait levé la main parce qu'il y avait très peu de contenu. 10 ou 15 ans, on a vu une énorme évolution en termes de contenu et on voit que la formation en libre accès, les articles, les podcasts, les vidéos, les cours en ligne, même ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs, dans le bon sens du terme, sur LinkedIn, par exemple, nous permettent d'avoir accès à un maximum de connaissances. Si on sait aller chercher au bon endroit, si on sait les mettre dans des plans de formation, on fait des économies, on gagne du temps et c'est un super atout pour les salariés puisqu'on est sur du multi-format et on répond à chaque besoin de collaborateurs puisque chacun apprend différemment aujourd'hui. Je sais pas, toi Jean-Roch, t'es plutôt vidéo ou podcast? Oui, moi j'adore les podcasts, donc je fais en général quand j'ai un instant dans le train, donc en mode totalement asynchrone. Et en effet, c'est la pluralité aussi des approches pédagogiques qui nous séduit beaucoup dans ce qu'on appelle désormais le multi-source ou encore le multi-librairie, tel que l'agrégateur Edflex permet de le faire. Je voudrais ajouter un élément important par rapport à l'entreprise. Pour nous, il y en a deux je dirais une forme de dualité, deux approches. Il y en a une où l'approche agrégation va prendre le pas sur les monolibrairies dont je vous parlais tout à l'heure, très monolithique et souvent très cher. Et elle a vraiment une vertu, on parlera tout à l'heure des mécaniques d'intégration et des problématiques de qualité, vous allez sûrement avoir la question, mais elle a une première vertu, elle provoque ce qu'on appelle le rapport d'étonnement. Vous savez ce que les consultants appellent le rapport d'étonnement, puisque en sortant, on voit le monde se transformer. Et par exemple, si vous prenez les ressources humaines pour lesquelles la solution a été ouverte, à peu près 1500 personnes, en allant à l'extérieur par l'agrégateur, en sortant dans le monde extérieur, on voit comment la famille RH se transforme. Et donc, ça provoque un rapport d'étonnement à l'intérieur et donc quelque part un booster de transformation des métiers de l'intérieur en allant goûter au monde extérieur. Ça, c'est la première composante de cette dualité. La deuxième, c'est bien sûr qu'on n'abandonne pas du tout le learning structuré. On en parlera tout à l'heure de la conférence suivante sur le multimodal, mais surtout, on investit aussi sur les hommes et les femmes de l'entreprise en complément pour tout ce qui est spécifique à l'entreprise. Et là, on a une grande famille d'auteurs, d'autrices qui aussi conçoivent à l'intérieur. Donc, à peu près 600. Et on a donc vraiment une vraie dualité, monde extérieur, rapport d'étonnement et contenu spécifique en fonction de nos appétences, et monde intérieur avec production renforcée par les auteurs-autrices du groupe pour faire du Safran enseigne à Safran. Pour moi, c'est la bonne recette. Exactement, et on vous a mis ici une slide et on va prendre les questions. On a voulu faire quelque chose de court pour prendre un maximum de questions et interagir avec vous sur cette thématique. En tout cas, en termes de conclusion, ce qu'on partage avec Jean-Roch, c'est le fait que dans le monde d'avant, on avait beaucoup de monolibrairies, comme on les appelle, c'est-à-dire soit un seul format, soit un seul éditeur qui coûte très cher et qu'il faut mettre à jour régulièrement. Soit on avait bien évidemment des coûts très importants, comme je le disais. Dans le monde d'après, dans le monde d'aujourd'hui, pour certaines entreprises, le gros avantage, c'est qu'on est capable d'aller chercher plus de formats, d'aller chercher plus de sources. Par exemple, aujourd'hui, avec Edflex, on a plus de 10 000 sources qui sont connectées. Une source, ça va être un super YouTuber sur le développement personnel, mais ça va être peut-être aussi quelqu'un qui héberge un podcast sur la vente ou la prise de parole. On est capable d'aller chercher toutes ces sources, de les mettre au bon endroit et encore une fois, comme on le disait, d'aller proposer un maximum de ressources, développer l'engagement sur le LMS. On le sait que c'est l'enjeu aussi quand on est un service formation. Et puis, bien évidemment, répondre aux besoins de formation des salariés de manière instantanée, de manière efficace. Voilà, Edflex en chiffre, vous aurez l'occasion de venir nous voir si vous voulez en savoir plus. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre vos questions, sauf si Jean-Roch, tu veux ajouter quelque chose. Juste un point important pour une problématique qu'on a tous en entreprise, c'est l'intégration des fameuses librairies. Il y a un point intéressant, puisque là, on a un point unique d'entrée à toutes les ressources disponibles sur Internet. Eh bien, on bénéficie d'une seule unique intégration dans votre plateforme, que ce soit un LMS ou un LXP de nouvelle génération,
en plus avec une expérience d'apprentissage totalement intégrée. Parce que vous savez, le problème des plateformes multiples, c'est que nos collègues nous répondent « j'y comprends rien à ton offre », il y en a partout. Ici, on rentre par notre LXP 360 Learning, tout est intégré, et donc il n'y a pas de rupture. Quand je vais chercher un podcast TED ou une vidéo TED, je rentre par le portail habituel et j'ai la ressource directement dedans. Ça, c'est un premier élément, donc une seule et unique intégration pour toutes les librairies qui sont à l'arrière. Pour nous, en termes d'IT et de sécurité, c'est monstrueux. Et évidemment, le deuxième, c'est évidemment les coûts, puisqu'on centre avec un portail unique d'agrégation qui fait le travail pour nous. Et ça nous permet aussi d'aller chercher des librairies auxquelles, vous savez, on n'a pas le droit en tant qu'entreprise, on peut les voir en tant qu'individu, par exemple les TEDx. Là, quand on travaille avec un agrégateur, un compilateur des temps modernes, c'est l'agrégateur qui a la contractualisation à l'arrière, ce qui fait que nous, TED, rentre dans le portail sans qu'il n'y ait plus aucune problématique, je dirais, contractuelle avec les chaînes TEDx. Ça, pour nous, c'était également très, très important. Yes, exactement. Et en fait, l'Open Education, c'est notre concept de base, c'est d'aller chercher les meilleurs contenus déjà à disposition, déjà disponibles, en particulier disponibles et accessibles sur Internet, mais aussi d'aller plus loin et de permettre aux entreprises, comme tu le disais, d'avoir un seul partenaire pour aller mettre à disposition les meilleurs contenus, les meilleurs catalogues de contenus et bien évidemment les meilleurs cours en ligne sur certains sujets. En tout cas, merci pour votre attention. J'imagine que vous avez plein de questions sur le sujet. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on profite de ces quelques minutes qui nous restent pour répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a une question ? Peut-être pour démarrer une question, comment vous faites pour sélectionner avec les millions d'occurrences que vous pouvez trouver qui sont de qualité ? Mais comment vous trouvez ces occurrences et comment vous savez qu'elles sont de qualité ? Très bonne question. Donc sur la partie curation de contenu, c'est le métier qu'on fait. On a une méthodologie qu'on a créée en interne. Donc on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui est d'ailleurs aujourd'hui managée par un ancien directeur formation d'un grand groupe, du groupe Bouygues Construction, donc avec une vraie logique pédagogique du monde de l'entreprise. Donc on va d'abord aller chercher les sources de qualité selon des domaines. Donc on a 7 grands domaines, 230 catégories, et dans ces 7 grands domaines et dans ces 230 catégories, on a les meilleures sources qui existent dans tous les formats, vidéo, podcast, articles, cours en ligne, etc. Donc ça, c'est le premier travail qui est fait par l'humain. Ça veut dire qu'on n'est pas juste un agrégateur technologique, mais on a de l'humain au début du processus. Ensuite, on y met une couche technologique, c'est la technologie interne Netflix, qui va aller identifier régulièrement les nouveaux contenus au sein de ces sources. Donc, comme je vous le disais, 10 000 sources, 10 000 éditeurs. Donc on va être alerté, en quelque sorte, dès qu'il y a une nouvelle ressource de qualité. Et à la fin du processus de curation, on va apporter un regard pédagogique et on en parlait avec Jorock, c'est un peu le modèle Allociné. Je pense qu'on a tous déjà regardé ce site avant d'aller au cinéma. Donc il y a l'avis de la communauté, on pourrait dire que c'est l'avis de tous les spectateurs des contenus qui existent. Donc c'est l'avis des spectateurs au cinéma, mais pour nous de ressources de formation. Et puis il y a l'avis de l'expert. Sur Allociné, c'est l'expert cinématographique qui va nous dire voilà pourquoi ce film est de qualité. Nous, c'est l'avis de l'expert pédagogique qui va dire pourquoi cette ressource, on la rentre dans ce domaine, dans cette compétence chez Edflex et qu'on va pouvoir la proposer à nos clients. Donc c'est ça aujourd'hui, ce processus qui nous permet de garantir la qualité des ressources et d'aller sélectionner le meilleur pour nos clients. Et après, seul le témoignage des clients parle, puisque souvent la question qu'on peut se poser, c'est « Ouh là là, attention, si on va chercher des ressources qui sont en libre accès, est-ce que ça va correspondre à mon organisation ?» La réponse est oui. Oui, peut-être je complète. Sur la qualité, c'est la question essentielle que nous ont posée les garants métiers au sein du groupe. Par exemple, ici, la famille ressources humaines. Il y avait 2 craintes. Il y avait une crainte plutôt qualitative et une crainte liée au rapport d'étonnement. Sur la première, en effet, il y a plusieurs boucliers en fait, de qualification. Il y a d'abord ce que Edflex amène, sachant que nous avons un comité éditorial d'appui qui regarde tout ce qui paraît régulièrement pour la famille RH. Et c'est vrai que quand on voit les notations, si vous le testez, j'espère un jour, vous verrez qu'en général, elles concordent parfaitement avec la qualité du contenu. C'est-à-dire si vraiment le contenu n'est pas bon, on le voit tout de suite et la note est congruente. S'il est d'excellente qualité, comme un TEDx, c'est la même chose. Sachant qu'Edflex, en plus, a une mécanique de retrait de certains contenus dès que les notes baissent, je crois. Dès qu'on passe sous les 4, quand l'avis des collaborateurs sur 5, on a une évaluation en dessous de 4 sur 5, on a un nouveau check pédagogique, un nouveau regard pédagogique qui est apporté sur la ressource en se disant peut-être qu'on a eu un raté au début ou peut-être que finalement ça ne correspond pas aux besoins des entreprises et on regarde et on décide pour savoir si on garde cette ressource ou si on la supprime du catalogue. Et sur le rapport d'étonnement, ce qui faisait peur aux garants métiers, c'est d'avoir des contenus très décalés entre guillemets avec la politique officielle groupe et au final on se rend compte dans la durée qu'on n'a pas eu de plainte systématique. Au contraire, je pense que les gens aiment bien voir des choses décalées qui les bougent un peu.
hein. Donc au final, une crainte au départ, certainement pour un bien à l'arrivée. Exactement. Alors, il y avait une question par ici, il me semble, ouais. Je pense qu'il y a un micro, peut-être. Sans micro, on ne va rien entendre. Excusez-moi, est-ce qu'on peut obtenir des certificats, des diplômes suite à ces formations ? Oui, en fait, on aime bien dire qu'avec Edflex, on couvre le meilleur des deux mondes. Il y a le monde de l'open, donc des contenus courts, vidéos, podcasts, articles. On sait qu'on va se former aussi de cette manière aujourd'hui, et c'est important. Et il y a le monde de la formation un peu plus traditionnelle, mais essentielle, certifiante. Et donc, on a des parcours. Donc, Edflex est, au-delà de sa solution, organisme de formation, certifié Calliope. Et donc, on crée nous-mêmes des parcours sur de nombreuses thématiques. Et puis, derrière, avec justement cet agrégat de cours en ligne, de providers, d'éditeurs, comme par exemple Open Classrooms, on va être capable de proposer des certifications sur certains domaines. Le but, c'est d'aller vraiment choisir le meilleur éditeur pour la certification qui va bien. Donc oui, on couvre vraiment la partie certification sur certains domaines. Vos formations concernent plusieurs domaines, les langues, bureautique, tout ? Oui, alors on couvre 95% des besoins des entreprises, donc 230 catégories, comme je disais, ça va de la bureautique, on a un grand domaine qui est technologie et bureautique, jusqu'aux soft skills, en passant par la culture et les langues, le management, les soft skills. Aujourd'hui, c'est ça la force d'Edflex, c'est de pouvoir se dire, je vais couvrir l'ensemble des besoins de mon organisation, sauf, et je dis bien sauf, sur le spécifique. Mais du coup, je vais pouvoir aller mettre mon budget sur du spécifique parce que oui, sur des compétences métiers, j'ai besoin d'aller mettre du budget pour former. Edflex peut couvrir le reste avec différents niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. Pareil, on peut choisir en fonction du besoin de l'entreprise. Ça s'appelle Edflex, on est très flexible comme vous pouvez le voir, à la fois en format mais aussi derrière en niveau d'expertise. Et l'offre est dynamique, ça c'est très important pour nous aussi. Quand on avait des grosses librairies monolithiques, très souvent on avait des problématiques d'obsolescence, hein. C'est-à-dire que quand les gens revenaient dans la plateforme, ils avaient l'impression de revoir le même film, ce qui fait que les taux d'adhésion au portail baissaient. Quand on rentre dans l'appli mobile 360 ou le portail du digital 360 et qu'on rentre sur les contenus Edflex, il y a à chaque fois un truc nouveau. Donc il n'y a pas d'obsolescence programmée des contenus. Il y a une dynamique d'agrégation régulière avec le comité éditorial à l'arrière. Et on fait d'ailleurs des newsletters mensuels de tout ce qui arrive régulièrement. Donc là encore, une parade importante pour nous, les départements formation, c'est la parade à l'obsolescence, qui est un point extrêmement important aujourd'hui parce que les apprenants se lassent très vite. Une autre question. La personne s'inscrit sur une plateforme chez vous et après elle a tous ses certificats disponibles, elle peut les télécharger, elle a une évolution de son parcours, enfin il y a un historique. Ouais, elle va avoir en fait une personne qui se connecte pour la première fois. Souvent, elle arrive par l'interface de l'entreprise, comme le disait Jean-Roch. On travaille principalement avec des grandes entreprises qui ont déjà un écosystème en place. On ne vient pas remettre une plateforme par-dessus d'autres plateformes. On sait que c'est l'enjeu d'avoir une centralisation. Donc, on va connecter Edflex avec la plateforme existante, 360 Learning dans le cas de Safran. Et dans 360 Learning, toute la data remonte. Donc ça veut dire qu'on va avoir accès à la fois au contenu, les vidéos, les podcasts, les cours en ligne, les certifications, mais aussi on va avoir accès derrière à tout un reporting pour les équipes formation pour pouvoir savoir qui a fait quoi, qui a telle certification ou qui ne s'est jamais connecté. Parce qu'on est clair, on est transparent, 100% d'une entreprise n'utilise pas ces nouvelles ressources. Ça évolue, le monde se transforme, mais aujourd'hui on est sur en général 20 à 30% d'une entreprise qui utilise des contenus sur étagère dans un LMS. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Si on ne trouve pas les formations, on peut vous les demander de les rajouter ? Exactement, et c'est ça la force d'Edflex, c'est qu'on n'est pas juste un agrégateur technologique, on n'est pas juste une solution qu'on vient mettre à un endroit et un an plus tard on vient faire le bilan. On a un comité édito, on a une touche humaine où on accompagne sur l'éditorialisation des contenus, comme tu le disais Jean-Roch, et pour que ça soit très frais pour le salarié qui puisse aussi exprimer ses demandes. Merci. Merci. Une autre question ici. Oui, bonjour, donc Amit Bouchakri du cabinet Juliet Sterwen, partenaire Edflex. J'avais une question qui est peut-être davantage pour Jean-Roch. La transition, merci Clément. Puisqu'il y a un reporting disponible et que c'est connecté avec le LXP, est-ce qu'il y a une volonté de la direction de la formation de valoriser ce temps de curation et de quelle manière, le cas échéant ? Alors c'est une très bonne question. Nous, on a eu un positionnement un peu particulier. C'est-à-dire que tout ce qui est consulté au sens, les modules unitaires, on ne les compte pas en tant que tels pour le moment comme de la formation classique formelle. Ce qu'on a décidé, c'est que, et c'est là l'intérêt de l'intégration, c'est qu'à partir du moment par contre où un contenu ou des contenus Edflex sont agrégés
dans ce qu'on appelle nos parcours multimodaux, nos voyages d'apprentissage, là, ils sont valorisés. Parce que pour nous, on reste concepteur de parcours également, donc maison, et c'est lorsqu'on va les mettre sur un voyage d'apprentissage pluriel que là, le contenu va être valorisé. Et comme c'est intégré dans le LXP, ça descend dans le LMS à l'arrière, et les heures s'accumulent comme pour le reste des modalités. Donc ça, c'est notre position aujourd'hui. On est plutôt sur le cours, on estime que pédagogiquement, c'est pas forcément une intention pédagogique lourde qui est dessus. Par exemple, si vous faites un podcast de 10 minutes, il n'y a pas forcément d'objectif pédagogique indexé au podcast. C'est pour ça que nous, on ne le valorise pas directement. Par contre, si vous rentrez le podcast dans un voyage d'apprentissage avec une intentionnalité pédagogique, là, ça compte. Et le fait que ce soit intégré, on peut le faire. Si c'était sur une autre plateforme, on ne pourrait pas le faire. Et cette frise, elle répond aussi à la question, c'est-à-dire ça peut rentrer là-dedans. Ça peut rentrer dans un plan de formation de manière très concrète, réponse à un besoin, notamment sur de la partie cours en ligne, où on sait que derrière il va y avoir une certification. Puis pour du podcast, de l'article, de la vidéo, c'est aussi de la formation. Ça rentre dans un chemin d'apprentissage tout au long de l'année. Et c'est ça qui fait la force et la fraîcheur, au final, d'une offre de formation et d'une offre de contenu. Une autre question. Vous parliez d'engagement, vous faites de la curation, vous offrez cette curation qui est flexible. Est-ce que la flexibilité va jusqu'à écouter ce que disent les apprenants? Dans les grandes entreprises, il y a énormément d'influenceurs, de gens qui sont experts dans leur domaine. Est-ce que ça aussi, c'est intégré avec du bottom-up? Pour nous, très certainement, puisque la plateforme qui porte l'offre est très collaborative. Donc du coup, il y a également des notations qui sont faites à l'intérieur des contenus. C'est ça qui est intéressant, il y a plusieurs niveaux de validation. Il y a ce que le curateur Edflex amène, et ensuite il y a ce que les apprenants de l'entreprise proposent aussi lorsqu'ils consultent les modules. Et étant donné que les modules sont dans le flux social de la plateforme, on bénéficie de tout ce qui est conseils, discussions communautaires, également sur Edflex, mais pas seulement, sur l'ensemble des contenus proposés. Donc en effet, les gens s'expriment. Et typiquement, si on trouvait un module à problème, un contenu à problème, on peut réagir puisqu'il y a une forme d'expression continuelle dans le portail, par exemple pour le retirer ou le commenter ou je ne sais quoi. Donc oui, tout à fait. Allez, vous y avez droit encore, une question. Peut-être le taux de satisfaction. Est-ce que finalement les gens qui l'utilisent sont contents? À combien? 10%, 20%, 30%, plus, j'espère. Et surtout ceux qui ne l'utilisent pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils l'utilisent davantage? Alors le taux de satisfaction sur la base de plusieurs dizaines de milliers d'avis l'année dernière, donc on a la possibilité d'évaluer les contenus qu'on a vus sur Edflex. On est à 4,9 sur 5, donc c'est les apprenants qui disent que le contenu leur a plu et leur a servi, bien évidemment. Ça c'est la partie satisfaction utilisateur. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, notre vision c'est qu'on doit mieux connecter le contenu et au final leur raccourcir le chemin entre l'accès à ce contenu et leurs besoins. Donc la vision qu'on a, c'est d'aller connecter Edflex avec différents écosystèmes. Par exemple, on a une intégration avec Google, avec Microsoft Teams, avec les LMS du marché. On a parlé de 360, mais quasiment tous les LMS sont partenaires d'Edflex. Et notre volonté, c'est vraiment d'aller connecter Edflex pour aller toucher ceux qui, par eux-mêmes, ne vont pas sur ce type de solution ou ne se connectent pas sur le LMS pour aller découvrir du contenu. Donc la connexion sera la clé pour aller toucher un maximum d'utilisateurs. Il y avait encore une question. Bonjour. Oui, alors j'ai deux questions. La première concerne la curation. Vous avez dit que votre équipe, si j'ai bien compris, l'équipe pédagogique était en charge de sélectionner les sources. Est-ce qu'elle sélectionne aussi le contenu pédagogique? Est-ce que vous descendez à cette granularité? Et si oui, comment vous faites pour gérer? Vous avez parlé de 10 000 sources. Alors, à 10 000 sources, il doit y avoir plein de contenus pédagogiques publiés en permanence. Comment vous faites pour faire de la curation de qualité sur autant de contenus? Alors je vais répondre à la deuxième question. Les 10 000 sources, c'est la technologie qui nous aide. On est quand même une solution technologique, même si on a mis une couche d'humain. Et on aide les équipes pédagogiques avec notre technologie pour avoir les bonnes alertes, les nouveautés au sein de ces sources et pouvoir identifier rapidement les bons contenus. Ça, c'est le premier élément. Comment on fait pour aller sélectionner au sein de ces sources, ça, c'est toute la différence par rapport à d'autres acteurs qui peuvent exister, les agrégateurs classiques. Les agrégateurs classiques, ils vont chercher les sources, ils mettent tout au même endroit, et puis l'apprenant, il a des milliers de contenus à disposition. Nous, la vision qu'on a, c'est qu'on doit aller faire cette curation, et donc on va plus loin qu'aller sélectionner une source, on va aussi sélectionner le contenu au sein de ces sources. Et donc du coup, on est capable de cibler au bon endroit et de ne pas mettre des milliers de contenus, mais bien le meilleur dans chaque domaine. Et la deuxième question, c'est sur la recommandation. Est-ce que vous utilisez uniquement les mots-clés de la recherche de l'apprenant ou est-ce que vous utilisez d'autres données de l'apprenant pour sélectionner le contenu le plus approprié? Alors on fait deux choses sur la partie recommandation de contenu.
Première chose, c'est qu'on regarde avec l'entreprise les compétences qui souhaitent être développées. On essaie de matcher, si je peux dire ça comme ça, au mieux avec le plan de formation, le plan de développement des compétences pour que ça parle à l'apprenant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie notion de personnalisation. Après, l'apprenant en lui-même, quand il se connecte, ce qu'il veut, c'est, on le sait tous aujourd'hui, c'est avoir du contenu qui est personnalisé, qui est régulièrement mis à jour. Ça, on va analyser les formats que cet apprenant consulte le plus, le podcast, la vidéo, l'article, pour lui pousser des formats qui conviennent bien et aller lui pousser des thématiques pour voir s'il est intéressé par ces thématiques. Donc du coup, on a 2 niveaux de recommandation, sachant que le premier cadrage qui est fait avec l'ensemble de nos clients, c'est de matcher avec l'entreprise pour que ça parle à l'apprenant final. Ça, c'est un point important, c'est qu'avant de vous lancer, il faut vraiment générer le sens dans l'entreprise associé à la démarche. Et c'est vrai qu'en structurant les catégories, par exemple pour les ressources humaines, vous donnez un cadre de sens dans lequel intégrer la solution. Le danger serait de la mettre sans préparer, je dirais, la piste d'atterrissage, sans contextualiser, ce qui fait que les gens seraient à nouveau peut-être perdus par la pluralité des contenus. Là où avec un cadre, sans être trop restrictif, porteur de sens, on englobe une vraie conduite du changement dans la façon d'attirer les gens et de montrer aussi que c'est l'entreprise qui leur ouvre le monde extérieur quelque part. Merci, c'était très... Si, on vous entend bien. Merci. C'était très clair. 2 questions. On peut le faire avec d'autres outils, alors peut-être moins industriels que le vôtre, c'est clair. Mais les 2 problèmes qu'on a, c'est sur tout ce qui est matière dure, telle mathématiques, sciences et ainsi de suite. Où là, dès qu'on a des équations, ça commence à être vite compliqué. Et la deuxième chose, c'est la traduction. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contenu en anglais. Alors, il y a Google qui nous aide, bien sûr. Mais si c'est trop technique, les traductions ne sont pas de très bonne qualité et généralement, les personnes s'en plaignent. Est-ce que vous avez des solutions par rapport à ces 2 problèmes ? Oui, alors pour la partie traduction, déjà, on va chercher que du contenu en natif. Aujourd'hui, on couvre 7 langues. Pour en couvrir plus à l'avenir. Et on ne met pas une vidéo YouTube qui va être traduite en 40 langues, parce que le player YouTube le permet. On va aller chercher de manière localisée le bon éditeur, la bonne source qui parle sur un sujet. On sait que le management n'est pas le même aux États-Unis, en France, en Australie, et donc on va aller chercher la bonne source, le bon éditeur. Donc ce sujet de traduction n'est pas vraiment un sujet chez nous. Pour répondre, et c'est un gros sujet, mais en général qu'on n'a pas trop. Et les sources en français, bien évidemment, on en a un petit peu moins que des sources en anglais, etc. Donc c'est tout l'enjeu d'avoir les meilleures sources de manière localisée. Et pour la première question, peut-être que je te laisse... Alors en tout cas pour les sources, ce qui est important, c'est que c'est du natif anglais et c'est vrai que pour les expériences de localisation qu'on a pu faire à traduire des modules français en anglais, on peut en effet se heurter à des problématiques, je dirais, d'acception quand ça arrive aux États-Unis et en Chine, simplement parce qu'une simple traduction ne suffit pas. C'est un peu le mirage linguistique. Donc pour nous, le multisource, c'est l'idée que c'est natif dans la solution en tant que telle. Votre deuxième point, qu'est-ce que c'était exactement après ? Nous, on n'est pas là-dessus, évidemment. On ne couvre pas. L'open education, c'est bien. Après, en effet, on ne peut pas couvrir tous les sujets, donc ça, on ne couvre pas. Ouais. Bravo pour l'open education. On arrive à la fin.